Si quelqu'un pouvait licencier ton prof, choisir ton médecin et prendre ton salaire, tu appellerais ça comment? En Afrique du Sud, on a appelé ça les Gupta. La capture d'État, c'est quand un pays entier devient une entreprise privée. Le président devient PDG, les ministres deviennent employés et les citoyens des clients qui paient sans rien recevoir. Comment 3 personnes ont mis tout un pays à genoux? Ajay, Atul, Rajesh, 3 noms pour un pays de 60 millions d'habitants. Selon la commission Zondo, ils nommaient des ministres, dictaient les contrats publics et utilisaient des entreprises d'État comme leur distributeur automatique. Quand une famille privée peut influencer les choix d'un État, la démocratie est mise à prix. Comprendre l'affaire Gupta, c'est comprendre comment la corruption transforme le pouvoir public en intérêt privé. Chaque fois qu'un hôpital manque de lits, qu'une école n'a pas de manuel, qu'un jeune ne trouve pas de boulot, demande-toi, combien de Gupta y a-t-il dans ce trou? La famille Gupta se trouve au centre d'un des plus grands scandales de corruption que l'Afrique du Sud ait connu. Accusés d'avoir influencé des nominations ministérielles, détourné des contrats publics et profité de liens étroits avec des responsables politiques, les Gupta sont présentés par les enquêteurs et les médias comme des acteurs clés d'une capture d'État, ayant affaibli les institutions publiques et détourné des ressources au détriment des citoyens. Les éléments rassemblés au fil des enquêtes montrent un réseau d'intérêts, mêlant entreprises privées et sphères politiques, transactions opaques et pression sur l'appareil d'État. Les conséquences sont tangibles. Infrastructures sanitaires et éducatives sous-financées, marchés publics faussés et une défiance accrue à l'égard des élites politiques. Quand une famille privée parvient à dicter les nominations, à détourner les ressources publiques et à modeler les décisions d'un État, la souveraineté populaire est violée et la justice trahie. L'affaire Gupta n'est pas seulement un scandale sud-africain. De plus, elle révèle la mécanique d'une capture d'État où intérêts privés et pouvoirs politiques se confondent pour enrichir quelques-uns au détriment de millions. Comprendre cette histoire, c'est exposer les liens occultes qui font tomber les barrières de la transparence. Mesurer l'ampleur des dégâts, écoles délaissées, services publics affaiblis. La famille Gupta, au cœur du scandale, est d'origine indienne, plus précisément du nord de l'Inde. Elle n'était pas une famille modeste, c'est une famille presque pauvre qui s'est lancée dans l'épicerie. Les 3 frères sont donc des hommes d'affaires indiens qui ont immigré en Afrique du Sud en 1993, peu après la fin de l'apartheid, et ont construit un empire commercial avant de devenir impliqués dans le vaste scandale de capture d'État qui a secoué tout un pays. Ils arrivaient en Afrique du Sud en 1993 avec presque rien. Et 20 ans plus tard, ils faisaient atterrir des avions privés, même dans des bases militaires. Et tout cela sans autorisation de quiconque. Un acte audacieux pour des migrants dans un pays étranger et qui a même éveillé les soupçons du peuple sur leur statut et éligibilité. Posons-nous d'abord une question. Comment une famille est parvenue à se retrouver au sublime du pouvoir? Ce positionnement vient de la carte maîtresse que jouent les grands stratèges dans l'élaboration des moyens de survie économique afin de garantir un bon positionnement dans des secteurs d'activité. Mais, disons-nous la vérité, protéger ses intérêts jusqu'à dépouiller un État. Un personnage nommé Duduzane Zuma, fils du président, pièce maîtresse du système, se retrouve attribué des postes au sein des entreprises Gupta. En poursuivant ainsi, il pouvait bénéficier de la protection sur l'influence qu'avait Jacob Zuma en tant qu'homme politique. Si un scandale surgissait, le président ne pouvait permettre que son fils soit dénoncé. Et sous prétexte de fermer les yeux sur certains actes, les tournures ont pris une autre direction. Tous ses enfants et même son épouse ont été directeurs ou actionnaires dans plusieurs entreprises du groupe Gupta, ce qui a placé le fils au cœur des affaires économiques, reliant les 2 familles. En 2015, l'influence des Gupta sur la présidence a été qualifiée de « gouvernement de l'ombre ». Plusieurs parlementaires et ministres ont déclaré s'être vus offrir des postes gouvernementaux par la famille Gupta ou en son nom en échange de décisions commerciales avantageuses une fois nommés. Nous avons des nominations ministérielles contrôlées, dit-il, un membre du gouvernement. 45 millions de dollars proposés à un vice-ministre des Finances pour limoger des fonctionnaires du Trésor. Des contrats publics obtenus sans appel d'offres. 363 millions d'euros de commissions sur l'achat de locomotives. Opération de séduction à Dubaï. Dubaï sert de grande lessiveuse où les Gupta y invitent ministres et dirigeants de sociétés publiques, tous frais payés. Empire économique construit, devenu la 7e fortune d'Afrique du Sud et environ 6,6 milliards d'euros en 2016. La famille a exploité plusieurs entreprises dans différents secteurs, notamment les technologies de l'information et de la communication, l'exploitation minière, l'ingénierie, les médias, l'immobilier et les loisirs. Les journalistes d'investigation expliquent, les Gupta n'ont pas fait Zuma, mais ils l'ont étudié, ont trouvé ses faiblesses et se sont positionnés.
Ils ont compris que le secteur public est très faible et qu'une partie de l'élite est achetable. Leur relation a éclaté au grand jour en 2013 quand un avion transportant 207 convives pour une mariage de leur cousin a atterri à la base militaire de Waterkloof sans autorisation claire. Le démantèlement, avant que les médias ne s'emparent massivement de l'affaire, avec l'explosion des Gupta Leaks en 2017. Le travail de sape et de dénonciation venait d'acteurs de l'ombre, de lanceurs d'alerte courageux et de cellules d'investigation bien précises. Et vous savez combien c'est risqué pour le fait de dénoncer un criminel ou un patron mafieux par peur de retournement de situation, si ce dernier se rend compte de la personne qui menace ses intérêts. Avant les fuites d'emails, des personnalités politiques ont publiquement refusé de se laisser corrompre et ont parlé les premières. Un certain Jonas, ancien vice-ministre des Finances, en mars 2016, lâche une bombe politique en révélant que les frères Gupta lui avaient directement offert le poste de ministre des Finances et un pot de vin massif de 600 millions de rands depuis leur villa de Saxonwold, à condition qu'ils travaillent pour leurs intérêts. Vijay Mentor, ancienne députée de l'AONC, révèle également avoir reçu une offre de poste ministériel de la part des Gupta directement sous le toit de leur résidence, alors que le président Jacob Zuma se trouvait dans la pièce d'à côté. La fondation Helen Suzman et d'autres organisations de la société civile ont commencé à traquer minutieusement les flux financiers opaques et à déposer des recours en justice bien avant que le grand public ne prenne conscience de l'ampleur des dégâts. Un collectif d'universitaires sud-africains a publié un rapport crucial intitulé « Trahison de la promesse », théorisant pour la première fois le concept de coup d'État silencieux et expliquant scientifiquement comment la famille Gupta avait créé un État de l'ombre pour vider les caisses des entreprises publiques. Les cellules d'investigation indépendantes, les défricheurs. Si les médias au sens large ont fait leur chou gras des Gupta Leaks plus tard, une poignée de journalistes d'investigation isolés fouillaient déjà les poubelles de l'Empire dès 2010-2013. Des centres de journalisme d'investigation indépendants à but non lucratif a passé des années à cartographier les contrats publics suspects. Et c'est leur persévérance qui a poussé l'ouverture d'une enquête officielle. Le déclencheur est visible. Le scandale de Waterkloof en 2013. Si l'on cherche l'erreur fatale des Gupta qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs bien avant les révélations financières, c'est l'affaire de la base aérienne militaire de Waterkloof en 2013. Convaincue de sa totale impunité, la famille a privatisé une base militaire hautement sécurisée de l'armée sud-africaine pour y faire atterrir un avion privé transportant 217 invités venus d'Inde pour un mariage familial à Sun City. Cet étalage d'arrogance a provoqué la fureur des services de renseignement et des syndicats, marquant le début de la fin de leur secret professionnel. Le démantèlement des activités illicites de la famille Gupta en Afrique du Sud s'est fait par une combinaison de révélations médiatiques, de pression financière, d'enquêtes judiciaires et d'une commission d'enquête publique aboutissant à la fermeture de leurs comptes bancaires, la saisie d'actifs et l'arrestation de dirigeants à l'étranger. La fuite 2016-2017. Les rumeurs deviennent des preuves. Les médias commencent à parler ouvertement de l'influence des Gupta. Les Gupta Leaks explosent dans la presse. Plus de 100 000 emails prouvent les contrats truqués. Les nominations de ministres, les virements à Dubaï. Les 4 grandes banques sud-africaines fermant tous les comptes des sociétés Gupta. Plus d'accès au système financier local. À ce stade, ils sont encore en Afrique du Sud, mais leur empire économique s'effondre. 2018, Jacob Zuma démissionne sous pression de l'AONC. C'était leur principal protecteur politique. Dans les jours qui suivent, les Gupta quittent le pays avec leur famille à destination Dubaï, où ils avaient déjà transféré une grosse partie de leurs actifs. Comment ont-ils pu partir ? Pas de mandat d'arrêt à l'époque en 2018, il n'y avait pas encore d'inculpation formelle. La commission Zondo venait à peine de commencer. Rien ne les empêchait légalement de prendre l'avion. Ce ne sont pas les rumeurs qui les ont fait fuir, mais la combinaison Gupta Leaks plus fermeture des banques plus démission de Zuma. Ils ont profité du vide juridique de début 2018 pour s'exfiltrer à Dubaï avant que les mandats tombent. Tu penses parfois que la politique ne te concerne pas ? La facture d'électricité te prouvera le contraire. L'histoire des Gupta prouve une chose terrifiante. La démocratie est fragile. Il ne faut pas seulement une armée pour capturer un État. Il faut juste 3 frères, un président complaisant et un peuple qui détourne le regard. Jacob Zuma n'était pas le seul coupable. Le vrai complice, c'est le silence.